Bonjour à vous tous et bonjour et merci à vous. Et effectivement, on n'est plus dans la e-santé, ou en tout cas pas seulement. On est dans l'évolution d'après, à savoir le moment où ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui deviennent prescripteurs, accompagnateurs, utilisateurs de solutions de santé qui vont progressivement s'articuler avec les solutions qui des hôpitaux, qui des professionnels de santé, qui des autorités de santé au sens large. Disons d'abord et avant tout, pour revenir effectivement sur cette évolution, un constat. Et un constat qui est assez difficile, qui est assez douloureux, mais qu'il faut faire. L'Europe a échoué à créer une économie des services sur Internet lors de ces 15 ou 20 dernières années. Si l'on ne prend pas en compte cette dimension-là, qui est que, globalement, l'essentiel des grands services sur Internet ont été créés en dehors de l'Europe. Or, il se trouve que l'évolution technologique est en train de rebattre les cartes. C'est-à-dire que nous avions un paysage technologique qui était relativement simple, avec des ordinateurs, des fournisseurs de services qui pouvaient globalement opérer des services un peu partout dans le monde, et qui le faisaient. Donc je n'ai pas besoin de vous refaire la liste depuis Google, Amazon, Yahoo, eBay, Facebook, Twitter, vous descendez. Pour l'essentiel, ce sont des services californiens ou américains, mais pas européens. Et donc, ce constat doit nous amener à nous poser la question de savoir pourquoi ça s'est passé ainsi, et pourquoi d'autres secteurs, dont la santé, pourraient venir effectivement donner une opportunité aux créateurs, aux entrepreneurs, aux acteurs européens de l'Internet, pour effectivement renverser la donne. Précisément, on a beaucoup trop axé les choses sur des visions centralisatrices et beaucoup trop axé les choses sur des visions liées à l'infrastructure. Et on se rend compte aujourd'hui que les sociétés qui créent de la valeur sont des sociétés qui ont joué sur l'effet de levier que constituait la dématérialisation et le fait de pouvoir être justement localisé sur l'ensemble des territoires simultanément. Cela va changer. Pourquoi ? Parce que nous avons vu ces 5 dernières années la montée en puissance phénoménale qui, même nous, acteurs de ces domaines, nous a surpris en vitesse, des terminaux mobiles. Nous avons maintenant une perspective d'équipement mobile qui va être supérieure à la perspective d'équipement fixe. Et donc les mobiles ont créé une habitude chez les utilisateurs, et donc puisque nous parlons et que nous allons parler de santé, chez les patients, qui n'existait pas auparavant. Les mobiles ont créé une grammaire d'utilisation, on dit une grammaire gestuelle ou une grammaire graphique, qui est maintenant largement distribuée. Et donc on peut s'appuyer sur les mobiles pour créer des solutions avec d'autres objets. D'où le titre même de l'intervention, ce sont des objets connectés tout d'abord aux terminaux mobiles, et à terme peut-être des objets autonomes, qui vont accompagner l'usager, le patient, dans sa vie de tous les jours. Et ceci est une véritable révolution. Révolution économique, où l'on voit que des acteurs nouveaux sont en train d'émerger dans le secteur industriel des objets médicaux, là où ils n'existaient absolument pas, un peu comme Apple, qui n'existait pas dans le domaine des téléphones et qui est venu faire vaciller le géant européen Nokia. Et bien de la même manière, on voit des sociétés qui se créent tous les jours, avec comme objectif de renverser les grands acteurs du secteur, qu'il s'agisse de General Electric aux États-Unis, de Siemens, de Nokia, de Olympus au Japon, et de bien d'autres. L'idée, c'est faire en sorte d'articuler des nouveaux capteurs, de nouveaux appareils, de nouveaux objets connectés avec qui des tablettes, qui des téléphones. Je vais vous donner un exemple qui nous réjouit particulièrement, parce qu'il est français, et que c'est une société qui vient d'être primée dans la plus prestigieuse manifestation d'électronique au monde, qui s'appelle le CES, qui se réunira dans quelques jours à Las Vegas. C'est la société Netatmo. Netatmo, c'est une petite société qui a été fondée par l'ancien cofondateur de WeThings, une autre société d'objets connectés qui a un grand succès dans le monde, et qui fait une station météo personnelle qui est capable de mesurer aussi le confinement de l'air, donc la qualité de l'air, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et c'est en train de devenir l'un des objets les plus en pointe, les plus en vue, de l'ensemble des objets connectés sur, je dirais, le marché des objets qui se connectent aux terminaux mobiles. Un autre point de satisfaction, quand vous regardez les marchés américains des objets connectés, et en particulier l'Apple Store US, vous remarquez une chose, c'est que 5 des 12 objets les plus vendus sur l'Apple Store US, et je dis bien aux États-Unis, sont des objets français. Qu'il s'agisse d'objets liés au bien-être, qu'il s'agisse d'objets liés à la santé, ou alors d'autres secteurs encore, nous commençons à avoir une école française des objets connectés qui ne demande qu'à croître. Pourquoi ? Parce que nous avons d'excellents ingénieurs, nous avons d'excellents designers, et que globalement le seuil pour
construire ces objets n'est plus du tout le même que celui qui était nécessaire pour faire d'autres types d'objets industriels. Et donc on voit des petites sociétés capables d'avoir maintenant une empreinte mondiale dans ces domaines. Revenons effectivement à la santé. Pendant trop longtemps, on a parlé de la santé sous la forme verticale, c'est-à-dire d'objets centralisés et de technologies et de services centralisés, qui sur le dossier médical, qui sur les différents systèmes de télédiagnostic ou de télétraitement, mais fondamentalement, on faisait reposer tout le poids de la conception à une entité unique. Et force est de constater que ça n'a pas toujours fonctionné comme cela aurait dû. Or, la particularité maintenant, c'est que l'on a des appareils liés au bien-être, pas toujours à la santé, liés au suivi du poids, d'où la balance connectée de WeSings par exemple, liés à la tension et aux mesures des différents paramètres physiologiques, qui vont permettre à la personne de recueillir une information sur son état de santé, en anglais on parle de quantified self, et permettre progressivement de voir l'évolution de ces paramètres de santé. Ce n'est que le tout début. Aujourd'hui, nous avons quelques appareils dans ces domaines. Ils vont se multiplier avec, d'une part, la chute du prix des capteurs. Et je précise que nous, Européens, avons aussi, parmi les plus grandes sociétés mondiales dans le domaine des capteurs, en particulier avec ST Microelectronics, donc le groupe franco-italien. Et globalement, on voit surtout un phénomène d'économie d'échelle importante. Pourquoi? Parce que là où auparavant, prenons un exemple, un échographe, donc une machine échographique, vous aviez besoin d'intégrer la totalité des composants dans la même machine, c'est-à-dire l'ordinateur qui permettait de gérer les images, les systèmes de capteurs et l'ensemble des systèmes d'interface entre les deux. La particularité maintenant, c'est qu'on est capable de faire une sonde échographique qui va se connecter en général à une tablette pour le 10e ou le 15e ou le 20e du prix d'un échographe standard. C'est-à-dire là où l'unité était les dizaines, voire les centaines de milliers d'euros, on est sur des appareils de quelques milliers d'euros. Et on voit donc un changement radical dans le modèle économique des sociétés qui sont en train d'arriver dans ces domaines. Et là, je vous parle des industries médicales au sens des constructeurs d'objets médicaux. On pourrait même parler des services médicaux. Fondamentalement, l'idée suivant laquelle la médecine elle-même va changer est une idée qui est maintenant largement acceptée parmi les spécialistes du secteur. Je vous invite à lire l'excellent ouvrage sur ce sujet de Eric Topol, un des tout meilleurs cardiologues aux États-Unis, et un grand spécialiste de tout ce qui est médecine numérique, qui a écrit un livre dont le titre est évocateur. Le titre de son livre, c'est « La destruction créative de la médecine ». Donc, amateur de Schumpeter, vous aurez compris effectivement la référence, mais fondamentalement, ce qu'il y décrit, c'est la modification en profondeur des outils du diagnostic, autant que des industries, aussi bien laboratoires pharmaceutiques que industrie des appareils et des industries médicales au sens large, dans les années à venir. Ça mérite vraiment d'être approfondi pour nous, Européens. J'y reviens. Pourquoi? Parce qu'avec cette évolution du mobile et des objets connectés au mobile, l'Europe a une opportunité qui ne se reproduira pas, dans les 4-5 ans qui viennent, de laisser une trace durable et, pourquoi pas, d'affirmer un leadership important dans ces domaines. Et faire en sorte que les 3 vecteurs économiques majeurs de l'Europe, que sont d'une part son marché de la mobilité, qui, on l'oublie souvent, est l'un des tout premiers, si ce n'est le premier au monde, en valeur, si ce n'est en volume d'utilisateurs. Deuxièmement, nous avons effectivement des données au sens des outils, et on en reparlera pour effectivement le dossier médical, des outils informationnels qui peuvent être vecteurs et utilisés pour développer des solutions technologiques dans ces domaines. Et enfin, nous avons des cerveaux. Les tout meilleurs cerveaux qu'on nous vole très régulièrement pour aller travailler, comme on dit, au soleil californien. Je préciserai que un des concours les plus intéressants à suivre de ces derniers mois est un concours qui a été mis en place aux États-Unis. En fait, je vous en citerai 2. Le premier, c'est le concours de la Fondation X-Prize. La Fondation X-Prize, c'est la fondation cofinancée par Larry Page de Google, Arianna Huffington, James Cameron, le cinéaste, et quelques autres, pour financer les objets médicaux du futur. Et cette fondation a fait un concours très, très innovant dans son fonctionnement, puisqu'il s'agit non pas de dire « étonnez-nous en faisant un objet médical connecté », non. Il s'agit de créer un cahier des charges en disant « nous voulons un objet qui fasse telle, telle et telle chose », c'est-à-dire, en l'occurrence, le diagnostic visuel des pathologies courantes. Et ce concours s'appelle le concours Tricorder. Là encore, certains d'entre vous connaîtront peut-être la référence cinématographique. Le concours Tricorder, c'est 10 millions de dollars pour faire un outil qui sera le thermomètre du 21e, voire peut-être aussi du 22e siècle, pour l'ensemble des familles.
Et l'une des sociétés les mieux placées à l'heure actuelle pour élaborer ce genre d'outils, c'est une société fondée par un Européen, M. De Brouwer, ancien du MIT mais belge d'origine, qui est allé maintenant être hébergé par la NASA et qui a fondé une société dont je vous invite à regarder ce qu'elle a fait en termes de préfiguration de son produit, qui s'appelle Scanadu. Scanadu, S-C-A-N-A-D-U, et qui est l'un des objets qui risque d'investir le champ domestique dans le terme des objets connectés, c'est-à-dire le champ de la famille. Et globalement, vous voyez beaucoup d'autres sociétés commencer à se développer. Je vous citais Netatmo tout à l'heure, dont j'ai eu le plaisir de vous parler et qui a été reçu, dont les responsables ont été reçus récemment par Madame Fleur Pellerin pour montrer à quel point ce genre de secteur est devenu crucial. Nous croyons que globalement, ce secteur est un des secteurs clés. Il y en a un autre dont je n'aurai pas le temps de parler, mais que je vous invite à suivre avec attention, et qui sera lié d'ailleurs au domaine de la santé, c'est le domaine de la maîtrise de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pourriez-vous dire, ce sont deux secteurs apparemment séparés? Non, pas tant que cela. Si vous regardez un autre concours, dont je m'apprête à vous parler, qui est le concours organisé par le gouvernement américain sur justement les objets de la détection de la pollution et de leur impact sur la santé. Ça s'appelle My Health, My Air, Mon air, ma santé, qui a pour but, autour de 4 agences fédérales américaines de santé, de créer des objets qui permettront de connaître les répercussions de la pollution de l'air sur la santé, en temps réel. C'est ce genre de choses qui vont se produire, c'est ce genre d'objets qui vont être amenés à se développer. Alors, dès qu'il est question d'objets connectés, et encore plus lorsqu'il en est question dans le domaine de la santé, se posent des questions évidentes en matière de protection de la vie privée des utilisateurs. Nous ne souhaitons pas, nous, Européens, reproduire ce que nous avons connu dans un domaine totalement différent il y a quelques semaines, c'est-à-dire les applications extraordinairement intrusives, par exemple dans le domaine de la campagne électorale américaine. Nous en parlions il n'y a pas très longtemps avec des Américains. Imaginez quelqu'un venir toquer à votre porte pour vous dire « vous avez gagné de temps, vous avez tel problème de santé, vous avez eu l'occasion de voter pour telle personne dans le passé, nous vous recommandons notre candidat parce qu'il a telle et telle mesure vous concernant. » Ceci, pour nous, est un cauchemar. Ça s'est produit à très large échelle au niveau des États-Unis. Ce genre de perspective sur la publication, même sociale, au travers des réseaux sociaux, des données personnelles de santé, est un cauchemar auquel nous ne souhaitons pas assister. En revanche, nous sommes particulièrement persuadés que dans les temps qui viennent, la maîtrise des données de santé, la maîtrise des données personnelles des usagers deviendra non pas un frein au développement de cet écosystème, mais bien un facteur de qualité et un facteur de compétitivité pour les objets et services connectés dans les temps à venir dans ces domaines. Et c'est donc pour ça que nous défendons aussi auprès de la Commission européenne et de nos partenaires des pays de l'Union européenne un principe dont le nom semble poétique, mais qui sera extraordinairement important dans les temps qui viennent par rapport à ces objets connectés, qu'on appelle le principe du droit au silence des puces. C'est-à-dire le droit du citoyen à être certain que les appareils et que les objets connectés qui seront présents dans son environnement ne parleront pas de lui sans son consentement. Ceci, pour nous, est, je dirais, participe d'une logique industrielle que nous souhaitons développer, où ces objets, ces services se développent en accord avec les principes et valeurs des citoyens. S'il devait en être autrement, nous prendrions le risque, nous, Européens, de voir se développer un écosystème, là encore, pour reprendre des références cinématographiques, à la Minority Report ou à la Gattaca, qui sont exactement inverses de ce que nous souhaitons. Et c'est donc pour ça que nous sommes, en cette période justement de développement intense dans ces domaines, nous sommes particulièrement attentifs à faire en sorte que ces industries, qui peuvent représenter, comme l'a dit Madame de Bonneuil dans un rapport rendu récemment, Madame de Bonneuil donc de l'Inspection Générale des Finances, un relais possible de croissance pour la France et pour l'Europe, nous considérons que c'est essentiel que de le créer, c'est essentiel d'aider à ce que ces technologies se développent, mais aussi qu'elles ne viennent pas transfigurer le paysage et les principes qui ont été effectivement à la base de nos systèmes de santé, de nos sociétés au sens large. Et c'est pour ça que cet Internet des objets, et en particulier des objets médicaux, sera si important parce qu'il sera, je dirais, l'épicentre des révolutions à venir dans ces domaines. Et tout ce que je vous souhaite à vous, acteurs impliqués, puisque pour l'essentiel, vous êtes des acteurs impliqués dans le domaine du numérique et des technologies, c'est de participer à ces évolutions et pourquoi pas de créer les prochains Netatmo, Scanadu ou autres qui viendront effectivement accompagner les citoyens dans leur démarche de santé. Merci à vous tous. Merci.